Salut à tous, c'est Edouard. Salut à tous, moi c'est Romain. On est deux jeunes passionnés de sport et aujourd'hui on parle cyclisme entre nous mais avec vous. Bienvenue dans ce troisième podcast. Pour le dernier épisode, on a évoqué les gains marginaux. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs cet épisode, on mettra le lien en description. Pour cet épisode-là, nous allons aborder le sujet des nouvelles technologies qui ont révolutionné le monde du vélo. Ça peut être des technologies physiques, comme on verra, comme des technologies, par exemple des applications. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer. Dans un second temps, on parlera des difficultés de certaines équipes nationales à persister aujourd'hui dans le monde amateur. Mais ça sera dans un second temps. Voilà. Pour commencer les nouvelles technologies, on a une technologie qui, elle, est une application, c'est Strava. C'est vrai qu'on a vu Strava éclore au cours des dernières années. Strava, ça a été créé par deux anciens étudiants d'Harvard qui, une fois à la fin de leur étude, voulaient entretenir l'esprit de compétition entre eux et qui faisaient de l'aviron, il me semble, et qui ont donc créé une application qui permettait de poster leur entraînement et de se comparer, de se challenger tous les deux. Ouais, bah c'est grâce à ça aussi que Strava c'est devenu connu aujourd'hui. Strava, comme tu dis, ça permet d'avoir cet esprit de compétition à distance. À la base, je pense, Strava, il y avait pas mal d'utilisateurs aussi pour regrouper ses sorties. À la base, Strava, ça servait, on mettait sur notre téléphone l'application, on mettait le GPS de notre téléphone, on enregistrait nos sorties, on les publiait comme un réseau social normal. Des fois, on partageait ça sur Facebook et globalement, c'était ça. Puis il y a eu l'introduction des KOM, des King of the Mountain ou Queen of the Mountain, QOM pour les femmes. C'est vrai que les coms, maintenant, ça a vraiment l'esprit de base de Strava. C'est sûr que ça permet vraiment d'entretenir l'esprit de compétition. Ouais. Les coms, Romain, qu'est-ce que c'est ? Alors comment expliquer brièvement, c'est vraiment un chronométré entre un point A et un point B. Le but, c'est de faire le meilleur temps possible entre ces deux points. Ça peut être par exemple un col entre le pied et en haut, ça peut être un segment sur le plat, sur une route, une départementale, ça peut être un sprint sur un pont, ça peut être tout ça, ça peut être global. Et c'est nous les utilisateurs on peut créer ces coms, on peut créer ces segments. Mais il y a aussi, maintenant c'était nouveau, c'est les segments vérifiés. C'est ça, c'est des segments qui sont vérifiés et dont les premiers participants ont été lors des courses. On voit apparaître la mention segment vérifié. C'est des segments qui sont passés sur un parcours de course, souvent l'école du Tour de France, les montées pavées sur le Tour des Flandres, à travers la Flandre, etc. C'est ça, c'est les segments connus mondialement, par exemple le Mont Ventoux, des cols comme ça, le Koppenberg, ou ça doit être des choses comme ça, je pense, non ? C'est ça, totalement. Il faut mettre l'accent aussi, il existe beaucoup de coms en descente. On est obligé de rappeler que c'est important, la sécurité, et que les descentes des professionnels se font sur route fermée, alors que les amateurs, c'est sur route ouverte, donc il y a beaucoup plus de risques. À une époque, moi, j'aimais bien prendre des coms en descente. J'ai même des anecdotes par rapport à ça, des anecdotes où, à la fin du segment, j'ai déjà foncé dans une maison à cause de ça, en voulant prendre le com, alors que c'était lors d'une course, donc j'ai essayé de battre des gens qui l'ont fait en course. Moi, c'était pas du tout en course, donc c'était sur route ouverte. Et qu'est-ce qu'a fait Strava pour combattre un peu ça ? Ils ont d'ailleurs supprimé pas mal de segments en descente. Ils ont totalement raison, on va pas se mentir. Puis il y a aussi du coup ça, et aussi le côté triche des segments, malheureusement. On retrouve des tricheurs, des gens qui sont dans leur voiture, des gens qui ont un VAE, un vélo électrique. Et tout ça, Strava arrive, entre guillemets, à combattre ça en mettant des nouveaux algorithmes qui font que aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de tricher, et c'est d'ailleurs beaucoup mieux comme ça. Puis nous aussi, même en tant qu'utilisateur, on peut signaler. Parce qu'il peut des fois arriver qu'un utilisateur oublie d'éteindre son GPS, monte dans sa voiture, met son vélo dans sa voiture, il rentre chez lui et il laisse. Et c'est ça aussi globalement les soucis qu'aujourd'hui Strava a réussi à régler. On voit aussi des anecdotes par rapport à ça. Par exemple, les personnes qui sont victimes d'une chute à l'entraînement, parfois on voit des sorties apparaître qui vont jusqu'à des hôpitaux. C'est assez cocasse. Ouais, ça on le voit souvent. Pour parler des coms, je sais pas comment tu t'en sers des coms, mais c'est vrai que moi les coms, ce que j'aime bien dans ce côté-là, c'est vraiment la comparaison entre soi-même. On peut voir entre les différentes années comment on a progressé et tout. hormis la puissance qu'on peut observer, notre puissance, notre courbe de puissance et tout, les coms, ça permet aussi de voir ça. Mais ça permet également de se comparer donc avec ses amis. Par exemple, si moi je monte une côte en tant de temps, toi tu vas plus tard monter plus vite, après je vais vouloir mieux faire.
cet esprit de compétition-là, mais aussi il y a l'aspect esprit de compétition face aux pros, parce que les pros, il y en a énormément qui utilisent Strava, tout ce qui est Pogacar, Van Aert, moi Van Der Poel non plus maintenant, mais il y a quand même pas mal de professionnels qui se servent de ce réseau social, et donc ça permet aussi de se comparer, et c'est vraiment ça qui est génial, quoi. C'est vrai que ça permet de se comparer, ça permet aussi, du coup, de ce fait, de découvrir des nouveaux talents, Mm. des garçons qui battent des professionnels sur des montées très très dures. On avait vu le recrutement de Jonas Vingegaard à la Jumbo à l'époque. Ouais, exactement. Il était en stage à Calpe avec son équipe Colo Quick. Et puis il a pris du coup, le com du col des Rats, col de Rat, devant des professionnels. Et donc c'est un peu marqué. Les recruteurs, ils ont été un peu surpris. Et donc ça permet aussi de se faire repérer de cette manière-là, hein. Ça a beaucoup aidé son recrutement à Jumbo, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et donc, on disait que Strava, c'est un logiciel très connu, c'est un réseau social. Mais ce qui est bien dans Strava, c'est que c'est toute une communauté de nos jours. Strava, c'est super connu. Par exemple, Pogacar, il a 800 000 abonnés sur Strava. Van Aert en a plus de 700 000, ce qui est énorme. 700 000 abonnés sur ça, c'est quasiment autant que Instagram. Ça montre quand même que Strava, ça a vraiment une part immense dans la vie d'un sportif aujourd'hui. Ça permet de toucher un nouveau public pour tous ces garçons. Strava, ça s'est étendu à beaucoup de sports. On avait vu Strava promouvoir le vélo taf Hmm. avec de nouvelles activités qui donnent, par exemple, combien de kilos de CO2 ont été économisés sur un trajet à vélo. Ouais, c'est ça, et ça permet du coup de rencontrer plein de monde. C'est aussi cet aspect-là qui est génial. Par exemple, quand tu fais des courses avec des gens que tu connais pas, tu peux voir sur Strava qui était avec toi en faisant la course, et ça peut aussi, tu peux connaître des gens. Nous, par exemple, on s'est connus grâce aussi à Strava. En course, on s'est vu plein de gens. Moi, je connais plein de gens que grâce à Strava. C'est vraiment ça qui est bien. Et quand on arrive dans une nouvelle ville, qu'on connaît personne, avoir Strava et du coup voir que sur tel segment, le même mec, tu le vois sur tous les segments, tu dis bah lui il est connu, lui il est fort, j'aimerais bien rouler avec lui, puis tu t'abonnes à lui, tu mets des commentaires, tu mets des likes. C'est vraiment comme Instagram et c'est super de ce côté-là. Comme tu l'as dit, quand tu arrives dans une nouvelle ville, il y a aussi une fonction très, très cool sur Strava, c'est de découvrir les itinéraires locaux sont le plus faits et ce Ouais. que propose l'algorithme Strava. C'est vraiment pratique. Pareil, pour tracer des itinéraires, c'est vraiment cool. Oui, ça aussi, c'est une nouvelle fonction de Strava qui est top, c'est la création de parcours. Tu mets la distance que tu veux faire 60 km, tu mets si tu veux du dénivelé ou non, si tu veux une route asphaltée ou des chemins, ils te font un parcours. Et il y a aussi la carte des routes les plus empruntées qui permet de voir, ça peut t'éviter de prendre une grosse route qui est hyper empruntée, ça peut te permettre de découvrir des petites routes qui sont très bien et que tu connais pas parce que tu préfères prendre les grands axes. Bah, au moins ça peut permettre de faire plein de choses grâce à Strava de nos jours. Je suis pas sûr que ce soit dans l'abonnement, mais il existe aussi sur la carte Strava la carte de ses propres Ouais. activités. C'est vraiment cool. Toutes les fonctions qu'on cite là sont peut-être disponibles seulement dans l'abonnement. En tout cas, certaines d'entre elles, c'est sûr. Ouais, l'abonnement Strava Premium, euh, même les coms, il me semble que maintenant pour avoir accès au classement et tout, hormis le top 10, faut l'abonnement Strava Premium. C'est vraiment un investissement qui est rentable quand on est cycliste, quand on fait beaucoup de kilomètres. C'est une application indispensable de nos jours et donc moi je conseille de prendre l'abonnement si vous faites beaucoup de vélo, c'est vraiment top. Pareil, tu parlais de suivre sa progression tout à Mm. l'heure par rapport au com. On a vu l'apparition dernièrement de la courbe Strava de puissance qui permet de mettre en relation ces valeurs de puissance sur une sortie, Ouais. mais aussi sur les 6 dernières semaines, sur les 6 derniers mois, de tous les temps. Ça permet vraiment de voir à quel point on a progressé de manière visuelle avec un graphique. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, il y a toute cette analyse de l'entraînement qui est devenue de plus en plus poussée. Donc, comme tu dis, la courbe de puissance qui nous permet de voir nos records sur 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. C'est un peu une échelle logarithmique qui nous permet de voir 1 heure, 2 heures, 5 heures. Enfin, c'est vraiment pour voir à peu près ce qu'on fait et tout, nous voir notre progression. Et c'est très intéressant pour nous, pour savoir, et même l'effort du contre-la-montre. Si tu sais que tu as un effort de 20 minutes et tu vois ton corps, c'est tant de watts sur la courbe, ça peut te permettre de te projeter, savoir combien tu peux faire en fonction de ta forme. Et il y a aussi la courbe de comment dire de forme, je crois que c'est ça, une courbe de forme pour voir à peu près, ça analyse par rapport à nos watts, par rapport au cardio, par rapport à la distance qu'on fait, le nombre d'heures, ça peut à peu près nous dire si on est en forme ou non. Ça peut être très utile, surtout là actuellement c'est la coupure hivernale pour certains, donc on peut voir des fois que la courbe elle est au plus bas,
Et d'ici janvier, février, on verra que ça monte parce que c'est le cas, quoi. C'est sûr, la courbe de fitness, ça permet vraiment d'avoir une idée de comment on se sent. Après, c'est pas une science exacte, comme toujours, comme les capteurs de puissance, comme les valeurs de puissance, comme la VFC sur Whoop, c'est jamais une science exacte. Euh, Strava, ça permet aussi d'être... en tout cas, la courbe de puissance Strava, ça permet aussi de savoir si on est prêt pour les différents challenges qui arrivent au fur et à mesure de l'année sur Strava. Honnêtement, moi je trouve que c'est très précis. Je sais pas ce que tu en penses. Ça analyse le cardio. Si tu as tout le temps le même capteur cardiaque et tout le temps le même capteur de puissance. Après, si tu fais plusieurs sports, ça peut être un peu problématique de calculer ça, de savoir et tout. Quand tu enchaînes course à pied, vélo, natation, marche. Enfin, quand tu fais plein de sports, ça peut être plus compliqué. Mais si tu fais que du vélo, que tu as tout le temps le même capteur, le même vélo, c'est globalement précis, je trouve. Je sais pas si tu t'en sers, mais. C'est vrai que, comme on le disait dans l'épisode dernier, il faut vraiment tout le temps se servir des mêmes capteurs. C'est ce qui permet la plus grande précision. Ouais, c'est ça exactement. Et on a aussi la fonction LAP, d'où on se sert, mais moi je m'en sers mais quasiment tous les jours. Ouais, ça permet d'analyser les entraînements de manière visuelle parce que sur Nolio, sur Training Peaks ou sur Interval ICU, ça permet d'analyser les laps aussi, mais de manière moins visuelle, juste avec des chiffres. Ouais, c'est vrai que après, si tu as une application comme Nolio, comme tu dis Training Peaks, c'est bien, mais pas tout le monde n'a d'entraîneur, pas tout le monde n'a ça. Donc avec Strava, tu peux au moins voir tout ça. Et comme tu dis, c'est très visuel. Quand tu regardes une courbe au loin de puissance, c'est des pics, c'est pas très précis parce que des fois tu pédales, des fois tu pédales pas. Quand tu as des feux, il y a ci, il y a ça, c'est compliqué. Alors que là, au moins avec les laps, tu sais que de temps à temps, sur 5 minutes, tu as fait tant de watts. Ça peut être vraiment cool et je pense, moi, je m'en sers beaucoup, quoi. Ouais, c'est sûr, ça permet de voir la régularité, surtout sur des exos dans lesquels c'est important. On pense à la PMA, au seuil, par exemple. Ouais. Et aussi les challenges Strava, qui C'est sont vrai. une source de motivation pour plein de gens. Moi, quand j'ai commencé le vélo, maintenant, on va dire, je regarde ça, je suis un peu moins regardant là-dessus, mais les challenges grand fond d'eau, tous les mois, tu avais ton badge grand, bah, tu l'as encore, mais moi, à l'époque, vraiment, j'adorais ça. Tous les mois, tu avais ton mois pour savoir, pour la grand fond d'eau, ça veut dire faire plus de 100 km. Donc c'était un peu l'objectif quand j'ai commencé le vélo. Il y a au moins une sortie où je faisais plus de 100 km. Je trouve ça marrant d'avoir un petit badge, voilà. Je sais qu'à l'époque, tu étais vraiment très friand de la Festive 500. Ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Bah, si tu veux expliquer ce que c'est la Festive 500. C'est entre Noël et Nouvel An. Donc entre les jours, entre Noël et Nouvel An, le but c'est de faire 500 km. C'est ça, ouais, entre le 24 décembre à minuit et 31 décembre à 23h59, tu dois faire 500 km. Ça, c'est compliqué parce que il y a les fêtes, il fait froid, c'est pas la meilleure période, c'est un peu le but d'ailleurs. Et ça, c'est quand même compliqué, c'est quand même un vrai challenge, hein, mine C'est de vrai rien. que c'est vraiment un vrai challenge. Il y a beaucoup de personnes qui s'y essayent et qui réussissent pas forcément. Ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, cette Festive 500 là, elle est sponsorisée par Rafa. C'est là qu'on voit aussi la collaboration entre Strava et plein de marques. C'est vrai On que voit Strava, on voit Le Col, on voit plein de marques qui sponsorisent avec Strava. Ça montre que Strava, ça s'est vraiment démocratisé au point d'être en collaboration avec les plus grands acteurs du vélo actuel, quoi. ouais, c'est clair. Je me rappelle plus de toutes les marques d'équipementiers avec qui ils ont fait des collaborations, mais vraiment beaucoup. Mm. Ils font gagner des bons d'achat à partir d'un certain montant d'achat, mais des bons d'achat qui permettent d'obtenir des réductions sur les sites en échange de temps, d'activité. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça pousse les gens à faire du sport et en même temps, bah, tu as des récompenses. C'est comme un petit aparté, mais par exemple sur l'application Decathlon, tu peux connecter ton compte Strava et avec tes heures de sport, tu collectes chaque semaine ou chaque mois, je sais pas, des points. Et ces points-là, au bout d'un moment, ça devient, tu peux avoir une carte cadeau de 5 euros juste parce que tu as fait du sport. Et donc, c'est ça aussi, c'est cette démarche-là que je trouve vraiment qui est top, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, Strava ne s'arrête pas qu'aux marques. On a vu avec des opérations avec plusieurs associations caritatives. Mm. En échange de minutes, Strava s'engageait à reverser des fonds pour des associations, pour des enfants malades, pour réaliser des rêves d'enfants malades, etc. Ouais. Ou sont en rapport avec l'actualité, quand il y a des typhons. Peut-être actuellement avec les inondations à Valence, on va faire un challenge Strava apparaître. Ouais, c'est ça. Et comme on disait, Strava, c'est un peu devenu quand même le nouvel Instagram. Une nouvelle fonction aussi qui est apparue. Il y en a une qui est plus ancienne, c'est par exemple mettre des photos et des vidéos sur ses activités.
à chaque activité, moi, je mets des photos, des vidéos, tout ça, des trucs drôles, des trucs en rapport, des photos de mon vélo. Et c'est vraiment devenu vraiment comme Instagram. Puis même maintenant que la nouvelle fonctionnalité des messages privés aussi, on peut faire des groupes, on peut envoyer un message à quelqu'un sur Strava pour lui dire ouais, t'as vu ce segment-là, t'as vu cette sortie. Et c'est vraiment pour ça que c'est vraiment que c'est ça qui est génial, quoi. Il manque peut-être une fonctionnalité, c'est de rajouter une musique, de lier une musique peut-être, Ouais. Spotify, Deezer, Apple Music. Ouais, c'est vrai, ça peut être sympa ça comme idée. Ça nous donne une transition toute trouvée pour notre second point. La musique dans le sport, effectivement. Ça aussi, la musique dans le sport, c'est un peu différent parce que la musique, à proprement parler, ça fait des centaines d'années que ça existe, même plus. La musique, tout le monde connaît, évidemment. Mais la musique dans le sport, par exemple, ceux qui allaient à la salle de sport dans les années 80, il y a toujours eu de la musique. Mais la musique dans des sports nomades, on va dire, comme le vélo ou la course à pied, c'est quelque chose qui est quand même un peu nouveau de nos jours, surtout avec les nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui, qu'on va aborder, quoi. C'est clair. Tu consommes de la musique, toi, à l'entraînement? Ah, malheureusement, oui, hein. Vraiment beaucoup. Hein. Ouais. On vous conseille d'ailleurs d'écouter nos podcasts Qui à sont vélo. disponibles sur Spotify, voilà, exactement. Vous pouvez les écouter sur le vélo, c'est possible, c'est même conseillé pour aller plus vite. Vous gagnez 10-15 km/h minimum. Minimum. C'est clair que la musique a pris une place importante dans le cyclisme. Récemment, on a vu Remco Evenepoel et la Soudal Quick-Step en parler les premiers. Ouais. Bah, Remco, il en parle souvent, mais pour ses échauffements avant des contrôles à la montre, tout le temps, il écoute la musique, de l'électro, de la musique qui le booste. Et ça, c'est devenu quelque chose, hein. Comme tu dis, là, Quickstep a fait une playlist, c'est ça, il me semble, pour... C'est ça, ils avaient sorti 3 playlists à l'époque qui s'appellent Get in the Zone. Si on retrouve les liens, on peut les mettre dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais ces playlists sont censées mettre le cerveau dans un état cérébral optimal pour la performance. Il y a 3 playlists, si je me souviens bien. Et plus on avance dans les playlists, plus les sons sont de plus en plus rapides, avec des BPM de plus en plus rapides, et qui correspondent de plus en plus à ce qu'écoute Remco Evenepoel, selon ses dires, dans ses vidéos YouTube. Ouais, exactement. Bah, c'est d'ailleurs ça qui... Toutes les études qui sont à ce sujet-là parlent de ça, des différents BPM, battements par minute des musiques. On commence, pour les 3 playlists, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais pour certaines études, il y a vraiment 3 types de musique que tu peux globalement écouter. C'est celles en dessous de 120 BPM qui sont plutôt conseillées parce que c'est un rythme relativement lent, plutôt conseillé pour des récupérations. Entre 120 et 140, ça va être des sorties classiques, ça va être du sport classique. Et au-dessus de 140, quand ça rentre vraiment vers 160, 170, quand c'est vraiment rapide, c'est conseillé pour des hautes intensités, quoi. Donc la musique est donc un facteur important de la performance, c'est ce que tu dis? Ouais, c'est globalement ce qui en ressort des études. Il y a plusieurs choses qui sont liées à la musique. Par exemple, la libération de la dopamine, ce qui fait un boost moral. C'est aussi, c'est évidemment, c'est plus mental ce côté musique. C'est pas comme un produit dopant que tu t'ingères dans le corps ou je sais pas, qui va plutôt être physique. Là, c'est vraiment un côté mental. Mais c'est pas un côté à négliger cependant, quoi. C'est clair que ça influe surtout sur le système nerveux. Quand on écoute de la musique, peu importe le BPM, souvent on ressent moins l'effort. Certaines études parlent de 10 à 12% en moins d'effort perçu. Ouais. On est vraiment sur le maximum, ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend évidemment aussi des exercices, des zones dans lesquelles vous vous trouvez. Ouais, totalement. Certaines études constatent des améliorations sur l'endurance critique allant de 15 à 20%. Avec la musique, ça semble énorme, mais avec une bonne musique, le cerveau dans une bonne zone et dans un bon moment, grâce à la musique, c'est sans doute probable. D'ailleurs, si ce n'était pas du tout le cas, Soudal n'aurait jamais dépensé l'argent qu'ils ont dépensé pour trouver... Totalement. Et puis même, là, il y a aussi une meilleure liaison pour relier le cerveau au muscle pour s'activer de ce côté-là. Si on met une musique qui est vraiment entraînante, une musique qu'on aime bien, des paroles joyeuses, le cerveau va envoyer des messages aux muscles, aux jambes, et va dire ça donne envie d'aller plus loin, quoi. C'est globalement, je pense, de ce côté-là aussi, où c'est vraiment, vraiment utile, quoi. C'est clair que ça donne un effet excitant. On voit par exemple des variations allant jusqu'à 5 BPM avec de la musique vraiment entraînante. Ouais. Ouais, il y a plusieurs, et d'ailleurs même il y a plusieurs styles musicaux, c'est pas qu'un style, c'est pas que l'électro comme Remco, ça peut être vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Toi, je sais pas ce que tu préfères, mais même le rap, ça peut être pas mal écouté sur des musiques rapides, sur des rythmes rapides. Les paroles, ça joue beaucoup. Le rap, Si c'est le des rock. paroles tristes,
ça va être plus compliqué. Mais si c'est des paroles entraînantes et des choses motivantes, ça peut globalement être une bonne chose, quoi. Aujourd'hui, on a vu des nouvelles technologies apparaître aussi dans la musique, avec Mm. les casques à conduction osseuse qui permettent d'avoir les oreilles libres et donc d'entendre plus le monde autour de nous. Ça permet la sécurité et ça accentue la sécurité. Ça n'obstrue pas le. Ouais, ben c'est ça, c'est aussi lié aux effets négatifs de la musique, j'ai envie de dire. L'effet principal qu'on peut souligner, c'est le danger lié à la sécurité, les éléments extérieurs qu'on peut pas entendre, les voitures, les piétons, plein de choses. Et donc c'est pour ça aussi que mettre des écouteurs, par exemple, sans citer de marque, mais des AirPods, si on met ça, ça peut être compliqué parce qu'on n'entend pas. Si c'est en intra-auriculaire, d'ailleurs c'est illégal, c'est interdit de faire du vélo avec des écouteurs en intra-auriculaire. C'est aussi de ce côté-là que Shox a amené quelque chose avec, comme tu dis, avec des casques à conduction osseuse. Aujourd'hui, il n'y a pas que eux qui le font. Beaucoup de marques aujourd'hui le font, mais il me semble que c'est eux qui ont amené ça, je crois. Ouais, c'est vraiment leur marque de fabrique. Eux ne font rien d'autre, Mm. globalement. Mais c'est sûr que ça peut être un peu compliqué à haute vitesse une fois que le vent s'engouffre dans l'oreille. Conduire de manière générale, mais faire du vélo avec des écouteurs, normalement, c'est interdit, même si tout le monde le fait. Malheureusement, ouais. Malheureusement. C'est vrai que vaut mieux l'aspect sécurité, pas entendre à haute vitesse, pas entendre la musique dans les descentes, tant pis, que mettre des écouteurs où t'entends pas les voitures et t'entends pas, tu fais une vague et elle arrive. Après, il y a évidemment des choses qui font que, des éléments qui peuvent nous aider, par exemple mettre une Garmin Varia avec un radar arrière qui est directement connecté aux écouteurs pour entendre les voitures qui arrivent, mais rien ne remplace vraiment remplace ça avec une vraie oreille qui entend tout ce qu'il y a, quoi. C'est sûr. Une fois qu'on est dans notre monde avec la musique, c'est sûr qu'on se déconnecte un peu du monde extérieur. Ouais. D'autant plus avec l'intra-auriculaire. Pour ça, moi, je conseille, si jamais vraiment vous voulez, c'est de mettre de la musique uniquement quand vous faites des exercices dans des côtes, quand vous allez pas trop vite, quand il n'y a pas trop de monde. Parce que sur des grandes routes, c'est vraiment compliqué quand on est là, quand il y a des voitures qui peuvent nous frôler et tout. Donc, Et pas en ville, surtout. ouais, c'est ça. En ville, c'est déconseillé, c'est pas une bonne chose. Tu as parlé de la Garmin Varia qui nous donne un. Bah, et aussi, on peut parler aussi comme effet négatif de la musique. Dernier effet négatif que moi je vois, il y en a peut-être d'autres, mais c'est aussi prendre l'habitude d'écouter de la musique. Ça, c'est une chose aussi c'est un peu lié à tout, c'est un peu lié à la dopamine. C'est comme quand on est tout le temps sur TikTok à scroller et tout. D'ailleurs, il y a notre TikTok en description, on fait des TikTok, n'hésitez pas à les voir. Mais passez pas votre temps sur TikTok parce qu'à force, avec la dopamine, c'est compliqué, vous allez être habitué, vous allez avoir un manque d'attention. Enfin, je pense que vous avez vu plein de vidéos motivation liées à ça. Et ben, écouter de la musique à un vélo, c'est un peu pareil. Si vous faites toutes vos sorties avec de la musique entraînante tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous allez être habitué. Et le jour où vous allez arriver en course, sans musique, c'est un peu, dans les pelotons, ça parle, mais pas tant que ça. En Dans plus, les, dans les efforts, ça parle pas trop. Donc ça peut être compliqué de se motiver et tout. Donc je pense aussi, il faut poser le pour et le contre. Mettre de la musique uniquement quand tu fais des entraînements intenses. Pas tout le temps en mettre, je pense quand même. c'est clair que, surtout dans les contre-la-montre qui sont des efforts solitaires qui se rapprochent un peu des sorties solitaires, même si évidemment pas à la même intensité, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Bah, c'est vrai que dans les contre-la-montre, même moi, pour être honnête, quand je m'entraînais en contre-la-montre, je mettais tout le temps de la musique pour faire mes exercices dans mes zones de puissance. Mais arrivant en contre-la-montre, tu es dans ton casque qui englobe tes oreilles et du coup, ben, t'entends rien. T'entends juste ta respiration. Et des fois, à des moments, tu te dis, mais ouais, qu'est-ce que je fais là? Et donc, c'est pour ça, bon, maintenant, il y a l'oreillette qui fait que derrière, tu as ton DS qui te parle. Ou ça peut aussi être bien de ce côté-là. Et même, d'ailleurs, je pense qu'on peut avoir des gains aussi liés à ça, avoir une oreillette, quelqu'un qui te motive derrière. De ce côté-là aussi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que si tu t'entraînes tout le temps avec de la musique, le jour où tu n'en as pas, bah, des fois, ça peut être compliqué déjà de se motiver et d'y aller, mais encore plus de continuer la sortie, quoi. C'est un peu comme la caféine. La caféine, plus on en prend, plus on s'habitue, donc moins elle fait effet en course. Mais c'est pas l'objet de ce podcast. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, comme je parlais de la Garmin Varia tout à l'heure, troisième nouvelle technologie qui a aussi révolutionné le monde du vélo, c'est les ordinateurs de bord, typiquement les GPS. Typiquement, on va donner quelques noms de marques pour vous aider, mais par exemple des Garmin, euh, Mais tout le Brighton, monde sait Wahoo, de tout qui on ça. parle. Voilà, exactement. Pour le vélo. C'est sûr que c'est assez vieux comme technologie, mais à l'époque, c'était vraiment des capteurs de vitesse avec aimant dans la roue, C'est ça. sur la fourche. Ouais, les montres dans la roue, tu tournais, tu devais mettre, des fois ça se déconnectait.
tu pouvais avoir une marge d'erreur de kilomètres qui devait être assez atroce. Tu pensais que tu avais fait 100 kilomètres, bah non, tu en as fait 60. Mais oui, aujourd'hui, maintenant, ça marche avec des bandes GPS. On a du coup, sur les derniers GPS d'ailleurs, on a la fonction GPS, on a GLONASS pour Ouais. une précision Et chez NNS. encore plus précise. On a Galileo, c'est différents satellites pour capter ça. Et donc là, la précision, si tu prends les derniers, maintenant, tous les GPS ont Galileo par exemple. Galileo qui est un satellite européen, il me semble. Si tu prends Galileo, la précision est au mètre près, C'est qui vrai que fait c'est à que quelques mètres près, hein, vraiment la c'est précision. incroyable. Maintenant, Donc c'est dingue. là-dessus, il n'y a plus de problème de distance. Si tu as fait 100 km, tu as fait 100 km. Voilà, c'est de ce côté-là. Oui, ou au pire, vous avez fait 100 km et 50 mètres, quoi. Voilà, à la limite, la petite différence. On trouve des- Aujourd'hui, on parlait de Strava et aujourd'hui, du coup, les compteurs sont directement connectés à Strava. Tout à l'heure, je disais que pour Strava, à l'époque, on prenait notre téléphone, on mettait le GPS de notre téléphone dans la poche, ce qui se fait toujours actuellement. Mais du coup, maintenant, on peut directement connecter les données de son GPS avec les mesures de puissance, de fréquence cardiaque, de dénivelé, de ci, de ça, et ça s'envoie directement sur Strava. Et en allant plus loin que ça, on a beaucoup de compteurs qui affichent les segments en direct. Hmm. Strava, on sait par rapport à qui, par rapport où on en est, par rapport à un com, par rapport à un temps d'un ami, par rapport aux personnes proches de nous dans le classement. Ouais. C'est vraiment des réglages personnels, tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment intéressant, ça permet de se challenger sur le vélo. Ouais, directement. Moi, quand j'ai commencé le vélo, mon premier GPS, c'est un Garmin Edge 520. Et il y avait déjà cette fonction-là des coms, mais il fallait, je crois, Strava Premium. Ou alors, fallait mettre les segments. Tu connectais le Garmin à l'ordinateur, tu mettais les segments comme ça, tu reliais. T'arrivais quand même à trouver des combines, mais c'est vrai que c'est super, quoi. Moi, j'adorais quand je faisais. Nous, on a une côte à côté de là où on habite. C'est un peu la côte qu'on aime bien faire tout le temps, se tester. Et c'est vrai que quand tu l'as fait, tu vois que tu es un peu en retard, un peu en avance, ça peut t'aider. Après, ça peut aussi être négatif. Si tu vois que tu es en retard, des fois, ça peut te saouler. Et ciao, hein. Ouais, c'est sûr. Aussi, maintenant, il faut plus forcément connecter. Il faut toujours noter les segments qu'on veut pour avoir les temps de nos Ouais. amis et tout ça. Mais Oui, c'est maintenant, mieux. il y a le nom qui appartient à Garmin, je crois, qui s'appelle le Climb Pro. Ouais. On le retrouve sur beaucoup de compteurs maintenant. À l'approche d'une côte, en fait, le compteur détecte directement la côte qui est devant nous et nous donne un kilométrage, un dénivelé, une pente moyenne. Quand on ne connaît pas la ville, les alentours, où Mm. est-ce qu'on est en train de rouler, ça permet vraiment, vraiment de se Ouais, c'est repérer, vrai, hein. de ne Quand pas on fait s'engager des dans des traquenards. Quand on fait des sorties à la montagne, par exemple, on voit le graphique du col qui est devant nous. On voit quand il y a du pourcentage, quand il n'y en a pas, quand il y a un replat. De ce côté-là, c'est vrai que c'est grave utile et aujourd'hui, c'est limite dur de s'en passer. Déjà, de base, un GPS, maintenant, ça fait combien de temps que je n'ai pas roulé sans GPS? Des années. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement devenu habitué à ça et que c'est devenu commun comme objet. Donc, comme tu dis, le Climb Pro, c'est top. Et à l'époque, fallait me rentrer un parcours, mais aujourd'hui, il me semble que ça se fait automatiquement sur certaines bosses. Ouais, totalement. Maintenant, en plus, je crois que les compteurs, en tout cas les Garmin, s'adaptent à peu près à la région dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes à la montagne et qu'il y a une bosse de 500 mètres devant vous, le compteur la détectera évidemment pas. Ouais. Mais si vous êtes au fin fond d'un pays très très Vous plat, êtes dans le nord, à Lille, ou vers là-bas, je pense qu'il y a un en petit pont. Champagne-Ardenne. C'est un petit pont de 200 mètres où il y a 3 mètres de dénivelé, ils vous le diront. On avait vu tous les deux en Champagne-Ardenne des côtes apparaître sur Climb Pro alors que vraiment c'était des ponts d'autoroute. C'était Ouais, dingue. des fois, il n'y a rien, ils nous le disent, alors que tu vas à la montagne, tu as des côtes de 3 km à 5%, ils te le disent pas, hein. C'est pas répertorié. C'est une petite côte, hein. Donc il y a aussi cet aspect-là, ouais. Comme on disait, c'est connecté aux différents capteurs de puissance. Comme on disait, les capteurs de puissance, comme on a vu dans le dernier podcast, la fréquence cardiaque, exactement, comme le Whoop. Ça peut par se exemple. connecter avec le Whoop, même si Whoop c'est pas le plus précis. Faut Oui, le il vaut dire. mieux qu'on connecter avec une ceinture Ouais, cardiaque. c'est sûr. Mais de ce côté-là, et c'est là où on voit aussi que ça fait quelques années, on avait vu par exemple Christopher Froome dans les étapes, par exemple au Tour de France, dans les cols, des fois se faire lâcher au début, même ça se fait encore aujourd'hui, mais se faire lâcher au début du col et fixer son compteur, fixer, parce qu'en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait son compteur, il regardait ses puissances. Il savait qu'il avait telle zone à tenir dans tel col, et donc, en fait, il s'en foutait des autres, il montait à son rythme avec ses équipiers, et donc c'est aussi grâce au compteur qu'on a pu voir ça, quoi. C'est clair qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais on voit des garçons lâchés qui savent exactement à quelle vitesse ils doivent monter, etc. Et à quelle surtout puissance ils doivent monter pour arriver le plus vite possible en haut.
ça dénature un peu la course, c'est clair. C'est dommage, comme on le disait la dernière fois. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ce débat aujourd'hui, l'utilisation des compteurs en course, l'utilisation des capteurs de puissance en course. C'est un débat, il n'y aura jamais de fin à ce débat, c'est comme Tu penses que l'oreillette, ça c'est devrait être compliqué. régulé? Le capteur de puissance, non, moi je serais d'avis à le laisser. C'est dur de réguler quelque chose maintenant qui fait partie des Ouais. meubles, quoi. C'est quelque chose de normal. Mm. Personnellement, si je roule sans capteur de puissance, on a tendance à me le dire, Sans mais compteur, ouais, c'est si compliqué. je roule sans capteur de puissance, sans compteur, je suis vraiment, enfin, pas perdu, mais Mais il me semble que l'année dernière, j'ai fait une course, j'avais oublié mon compteur. C'est lors d'une course par étape. Ah, c'était long, hein. Je savais pas où on était. Je demandais à mes coéquipiers dès que je les voyais, ouais, on a fait combien de kilomètres? Parce que j'avais la petite fiche sur la potence avec quand on me donnait des ravitaillements, les points chauds, les sprints, tout ça. Mais ça me servait à rien du coup. Du coup, je demandais, ouais, l'arrivée, elle est dans combien de kilomètres? Ouais. Et puis je regardais, parce que des fois, c'est dur de voir l'arrivée 20 kilomètres, c'est dur de voir ça. Donc, c'était vraiment pas un bon souvenir. Il y a certains cyclistes, genre, je crois, Bauke Mollema, je sais pas s'il est encore comme ça, mais Bauke Mollema, pendant très longtemps, il n'avait pas de compteur. Du coup, il demandait à chaque fois dans l'échappée et tout, ouais, combien de kilomètres il reste? Ouais, c'est. Après, lui avec l'oreillette, c'est moins problématique que nous sans oreillette, mais voilà. Après, la plus grosse fonction des GPS, et c'est aussi une des premières fonctions, je pense, des GPS, pourquoi ça a été créé, c'est pour les parcours. On a dit Ah pour oui, c'est Claim sûr. Pro, mais la base, on s'en sert tous. Moi, je m'en sers quand je suis pas chez moi. Quand je suis chez moi, je connais, mais quand je suis pas chez moi, je rentre un parcours sur le GPS directement et avec un parcours, des routes que je connais pas. Et ça me permet en fait d'avoir un GPS comme dans sa voiture. Donc c'est aussi la première fonction, je pense, des GPS, non? C'est clair, on a une carte, on a un Garmin qui existe rien que pour ça, le Edge Explore, si je Ouais. ne m'abuse. Et c'était, en tout cas, les premiers modèles étaient vraiment pas tournés vers la compétition, vraiment pas tournés vers la performance. C'était vraiment juste axé sur la carte. On avait des fonctionnalités qu'on n'avait pas sur les autres, par exemple avoir la vitesse sur la carte, une boussole, un altimètre, etc. Ça permettait vraiment d'être super précis et de pas se perdre. En fait, C'est ça totalement s'appelle ça. compteur vélo GPS et le GPS, c'est vraiment pas pour rien. Ça sonne un peu comme une voiture et c'est parce que c'est vraiment le but. Ah oui, tout à l'heure, quand on parlait de Strava, des créations de parcours, on peut directement envoyer son parcours sur le compteur et du coup découvrir des nouvelles routes quand on n'est pas chez soi. Et c'est aussi une des premières fonctions. On a aussi, on peut installer des cartes sur les compteurs de nos jours. On a les cartes classiques, mais si vous voulez des cartes plus détaillées pour avoir tel sentier, des sentiers régionaux, des sentiers, voilà, vous pouvez directement les installer. Ou même si vous partez à l'étranger, par exemple pour le cas de Garmin, quand on achète un compteur, directement d'installer, il y a une carte liée à votre région, entre guillemets. Par exemple, nous, on habite à la frontière allemande, mais dans notre carte, il ne me semble pas que l'Allemagne soit pris en compte. C'est-à-dire que si jamais on compte aller faire du vélo vers Berlin et on veut mettre un parcours, ça va être compliqué parce qu'on n'aura pas la carte. C'est pour ça qu'il faut acheter des fois des cartes. Ça coûte relativement cher, mais comme c'est détaillé, c'est normal, le prix est justifié. Mais c'est vrai que des fois, si on veut faire du vélo à l'étranger, il faut parfois acheter des nouvelles cartes, plus détaillées, des meilleures cartes, et il y a aussi cet aspect-là. Je crois que maintenant, la carte, c'est l'Europe, un truc dans le genre, l'Europe centrale en tout cas. Donc on aura peut-être l'Allemagne. Mais c'est sûr que par exemple, Ouais, il me si semble on que l'Europe cherche est des coupée en chemins. deux. Il y avait des parties comme ça parce que ça prenait tellement de gigas, ça prend tellement de place d'avoir un parcours détaillé, tous les petits sentiers, qu'il me semblait que la carte était coupée en deux et que l'Allemagne ne faisait pas partie comme la France. Donc c'était un peu des fois un peu embêtant. D'accord, je savais pas du tout. Mais Après, je ok. me trompe peut-être, hein. Peut-être qu'on va me corriger en commentaire. Pas de souci. On a vu une vraie communauté de personnes qui font des cartes sur Internet. Mm. Je sais pas si elles sont toutes gratuites, mais je sais que par exemple pour les sentiers de randonnée, de VTT dans les Alpes, par exemple, il y a des cartes très précises faites par des bénévoles et faites par des personnes en ligne qui sont téléchargeables et qui sont vraiment bien apparemment. Les manipulations sont un peu dures, je crois, pour les avoir, mais sans aucun doute, vous pourrez trouver ça sur Internet. Mais de toute façon, comme tu dis, pour les randonnées, parce que ces cartes-là, c'est aussi bien sur les GPS de vélo, mais ça marche aussi sur les montres, Ouais, les c'est nouvelles sûr. montres, nouvelles technologies, les montres. Bon, on va encore parler de cette marque-là, mais on n'est pas sponsorisé. Mais Garmin, par exemple, vous pouvez mettre un parcours sur votre montre, partir en randonnée, et voilà, quoi. Plus besoin de la carte qu'on dépliait, tout ça. C'est de ce côté-là aussi que c'est cool. Les montres, ça marche aussi très bien à vélo, c'est juste que les compteurs, c'est plus lisible vu que ils sont devant nos yeux, pas sur notre poignet. Ouais, C'est moins dangereux, on n'a pas à regarder notre poignet. Mais ça marche très bien avec les ouais. montres aussi. Il y a aussi une nouvelle fonction, encore une fois, qu'a sorti Garmin. C'est une fonction qui est sur les nouvelles générations, les 1050, les 540 et les 840. C'est la fonction comme Waze.
En fait, dès qu'il y a un danger sur la route, dès qu'il y a un animal mort, une voiture arrêtée, un trou dans la route, on peut le signaler directement. Et donc c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà servi de l'application Waze comme GPS dans votre voiture, ben ça revient au même. Dès qu'il y a un danger, on peut le signaler. Et ça permet, grâce à toute cette communauté d'utilisateurs de Garmin, bah, d'éviter plein de dangers, de savoir qu'il y a un animal mort, et du coup ça apparaît sur le GPS. Ils disent ben, attention, dans 100 mètres il y a ça, et de ce côté-là aussi c'est hyper bien pour la sécurité, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Wahoo, on a eu des leaks dernièrement Ouais, des qui fuites, ouais. parlent d'un futur compteur avec un capteur de coefficient aérodynamique. Ça nous aiderait donc à être plus aéro? Ouais, du coup, c'est vrai qu'avec le nouveau compteur Wahoo, on peut du coup être plus aéro et on peut du coup gagner du temps. Ce nouveau capteur Wahoo, il me semble, parce qu'il n'a pas encore été présenté, je crois, On n'a pas de... c'est lié à des fuites, donc, mais il possède un capteur de coefficient de pénétration dans l'air. On voit des fois ça sur des pros et tout qui se servent de ça. C'est un sort de tube de pitot qui permet du coup avec l'air de savoir à peu près notre coefficient de pénétration dans l'air lié à un capteur de puissance. Il faut que ce soit lié à un capteur de puissance. Et grâce à ça aussi, on peut voir si on est aéro ou pas. Et du coup, dans ce nouveau compteur, il paraîtrait que ce soit directement intégré dans ce compteur, quoi. C'est clair, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, évidemment. C'est pas des informations officielles, c'est des informations disponibles sur Internet, mais pas officielles. Souvent, on voit les sons de pitot, comme tu le rappelais, au niveau du compteur, parce que c'est le point frontal de Mm. la collision entre le vélo et l'air ambiant. Donc c'est vraiment un bon endroit pour mesurer le coefficient aérodynamique, et c'est vraiment une bonne idée de la part de Wahoo, c'est vraiment Mm. cool. Ouais, je sais pas comment que ça va être. Je sais pas, ça va être comme un tube de pitot qui fait qu'avec une différence de pression et tout, avec des différents points comme ça marche, ou ça va être juste des calculs avec la vitesse, le vent. Je sais pas comment que ça va être. On sait Parce pas que ça encore à risque quel d'être point ça compliqué sera quand même précis. d'intégrer un vrai capteur directement dedans. Ça risque d'être vraiment compliqué. Mais d'un autre côté, si c'est on va dire, des calculs qui sont faits à l'intérieur, ça risque d'être pas super précis. Donc je sais pas comment ils vont faire ça. Ça va être sûrement, c'est sûrement le début de quelque chose. On peut pas promettre que ce sera très précis pour le commencement, mais c'est une bonne idée. En tout cas, si ça peut se développer au cours des prochaines années, sois-en sûr, tout le monde l'adoptera Ouais, tôt ou totalement. tard. Et une dernière fonction aussi qui me vient à l'esprit, c'est comme on parlait tout à l'heure des Garmin Varia, de ces nouveaux radars avec des lumières intelligentes intégrées qui sont directement connectées au compteur, qui nous permet aussi, de ce côté sécurité, ces compteurs-là, c'est vraiment devenu clé dans la sécurité. On a aussi la fonction détection d'incident. Dès qu'on tombe, ces compteurs-là, avec, je ne sais pas s'il y a un accéléromètre à l'intérieur, mais du coup, ça permet de savoir si tu es tombé ou non. Ça envoie directement un message sur le GPS. Avez-vous un problème? Et si on annule, c'est qu'on n'a pas de problème. Si on n'annule pas, si jamais on n'appuie pas sur les bons boutons, c'est relié à notre téléphone et ça envoie directement notre localisation exacte au contact qu'on a choisi. Et donc, ça permet de mettre au courant, quoi. Et donc, pour en revenir à ces Garmin Varia, de ce côté sécurité, c'est que ça permet vraiment de savoir avec un radar, on sait les voitures qui sont derrière nous. C'est hyper précis. On voit à droite, ça peut capter, je crois jusqu'à 3 voitures, jusqu'à 150 mètres. C'est bien plus précis que nous. Nous, si on se retourne, il y a des voitures qu'on voit pas. Mais lui, il sait qu'il y a une voiture. Je sais pas comment ça marche. Et donc, ça permet aussi de voir ce côté-là. Et puis aussi la lumière qui s'adapte directement aux voitures qui arrivent. Plus la voiture arrive, plus elle arrive vite, plus la lumière l'intensité de la lumière peut être forte. Il peut y avoir plein de choses de ce côté-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un GPS, ok, c'est devenu indispensable pour la performance, mais c'est devenu indispensable pour la sécurité. Et c'est vraiment ça qui est cool. C'est vraiment pour ça qu'on conseille forcément à quelqu'un qui commence le vélo d'acheter un GPS. Tu parlais des détections de chute. On a vu Specialized avec NJ, S-Works, qui était aussi relié au compteur. Euh, qui était aussi relié au téléphone. Pardon, Ouais. ça permettait vraiment d'envoyer des messages. Je sais que plusieurs fois, mes proches ont reçu des messages avec une position GPS. Ah, Les des tiens fois, ça aussi, arrive. j'imagine. Puis ouais, comme avec les GPS, il y a aussi la localisation en direct. Je ne me rappelle plus du nom, mais enfin, Live Track ou des choses comme ça, qui fait que nos proches peuvent savoir exactement où on est en cas de problème, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Partie 2. Ouais, On a vu en cette fin d'année, malheureusement, des nouvelles un peu tristes après l'arrêt de Sojason Espoir l'année dernière. Cette année, c'est Marie Morin et Fibolia qui quittent le peloton N1.
Je sais qu'il y a d'autres équipes qui ne seront plus de la partie non plus dans les autres divisions nationales. Malheureusement, c'est un monde de plus en plus cruel et de plus en plus sélectif. C'est dommage de voir des équipes du plus haut niveau amateur français mettre la clé sous la porte. Euh, Entre 2022 et 2024, en 2022, il fallait 250 000 euros pour accéder à la Nationale 1. La FFC ayant rajouté 50 000 euros par an. Maintenant, il faut plus de 350 000 euros pour pouvoir accéder à la Nationale 1 en 2024. Et d'après toi, pourquoi il y a eu cette augmentation-là? Qu'est-ce qui justifie cette différence de coût? C'est lié au salaire, lié à un confort des coureurs? C'est pour avantager les coureurs? Ou au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens où ils veulent plus d'argent pour mieux payer les coureurs, mais comme ils n'ont plus d'argent, pas autant du moins, ils arrêtent. C'est un peu... Qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là? Bah, malheureusement, je pense que c'est aussi dû à l'inflation. Tout coûte plus cher depuis le Covid, on le sait. Mais je pense que c'est aussi d'une part la volonté de la FFC. On sait que la pyramide du niveau amateur est inversée. Il y a plus de National 1 que de National 2. Je pense que c'était un moyen de rendre la National 1 plus élitiste et de limiter le nombre de National 1. Ça a juste créé des difficultés parce que beaucoup d'équipes et beaucoup de clubs sont attachés au label National 1. Ni Et même pour les sponsors. totalement. Un sponsor, je pense qu'il préfère des fois sponsoriser potentiellement des fois une équipe en N1 qu'une N2. C'est juste une question de ce côté-là, alors que globalement, ça change rien, quoi. Non, C'est vraiment de ce côté-là, c'est plus une question d'image peut-être. c'est sûr, c'est juste une question d'imaginaire collectif parce que les N1, N2 et N3 sont dans les mêmes pelotons tous les week-ends. On avait vu l'apparition de Gaël Higuelon il y a quelques semaines, je crois, dans le Télégramme. Après l'arrêt de Morbihan-Fibolia, on voit que ces arrêts successifs d'équipes mettent dans des situations carrément périlleuses des coureurs. Oui. C'est vraiment dommage, surtout que à l'heure actuelle, la plupart des garçons font en grande partie du vélo, voire que du vélo. C'est devenu le monde amateur, même si ça reste amateur, c'est devenu ultra performant. Ouais, c'est Et, la différence si avec on d'autres veut sports. vraiment- C'est ça aussi on peut dire, c'est que c'est différent par rapport à d'autres sports. Le football, il y a des meilleurs salaires. Dans tous ces sports-là, il y a des meilleurs salaires. Aujourd'hui, dans le monde du vélo, si tu es en N1, même si tu es en N2 quasiment, tu es Ouais, obligé de sûr. faire que du vélo. Tu as ce côté-là performance qui fait que tu es obligé de faire que du vélo, mais en contrepartie, tu n'as aucun salaire. Donc c'est bien, tu fais ça quelques années, et après c'est fini, c'est compliqué de ce côté-là. Comme tu disais, Gaël Higuelon qui lui, du coup, son ancienne équipe arrête, il me semble, et sa nouvelle équipe où il devait aller aussi arrête, ce qui fait qu'il était dans une situation compliquée. Et pour le bien-être des coureurs, c'est quand même assez incroyable de nos jours de se dire que tu sais pas où tu seras demain, quoi. C'est aussi ce côté-là, je pense. C'est sûr, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup moins de budget dans le vélo que dans d'autres sports. Ça fait que la plupart des coureurs ne sont pas payés, alors que le niveau amateur est super, super élevé. On voit les équipes DN rivaliser avec les équipes Conti, parfois même les dévots de World Tour dans les courses point 2 à l'année. On voit de moins en moins d'invitations d'ailleurs, c'est dommage. On a de plus en plus de Conti qui apparaissent à l'étranger, des Conti qui sont pas forcément, où les coureurs ne sont pas forcément pros, mais qui ont le label continental parce que c'est moins dur d'ouvrir une continentale à l'étranger qu'en France. Ouais, totalement. En France, tous les coureurs doivent être salariés par la loi du travail, alors que par exemple en Belgique, il suffit d'avoir un nombre de coureurs prédéfini qui soient salariés. Et les autres ne sont pas obligés d'être salariés et l'employeur décide du salaire en fait totalement, alors qu'en France, que chaque coureur doit être payé au minima, au SMIC. Donc je pense qu'une Conti en France, le budget minimum pour avoir une Conti en France, c'est plus d'1 million d'euros par an. Ouais, c'est énorme, hein. C'est Et énorme. Sortir ça, les sponsors, c'est compliqué, quoi. C'est normal. alors que c'est pas forcément des courses, évidemment, c'est des courses plus médiatisées, mais parfois pas beaucoup plus que celles des DN. Donc c'est aussi compliqué à ce niveau-là de trouver des sponsors, mais vu que ça a le label professionnel, euh, c'est moins dur et puis c'est pas géré par le même organisme. Oui, parce qu'il me semble, pour les équipes World Tour, les équipes Pro Tour, il y a un salaire minimum Oui. qui est demandé. Mais comme tu dis, s'il n'y a pas vraiment de salaire minimum dans les équipes Conti, que c'est des contrats pro, comme quoi c'est différent, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Quand on voit le SMIC en France, toutes les équipes ne peuvent pas se permettre de payer ça, sachant que pour un cycliste, ok, il y a le salaire, mais il y a d'autres choses à côté qui coûtent
presque le même prix. C'est sûr. Avoir des vélos, avoir des roues, les déplacements, les hôtels, les ci, les ça, tout ça, c'est un ensemble qui coûte cher. On va dire que, j'ai pas les chiffres exacts, mais un coureur que tu veux dans une équipe Conti Pro en France, ok, il y a le salaire, mais c'est quasiment le double ou le triple. Enfin, Évidemment, combien à ça doit côté, coûter combien ça coûte un coureur chaque mois? Ça coûte pas le SMIC, ça coûte 3, 4, 5 000 euros au moins, quoi. au moins, ça coûte très cher. On sait que la nutrition coûte cher, la Ouais. nutrition à vélo. Et on sait qu'il faut toujours plus manger pour être toujours plus performant. Et c'est super dur parce que si on n'est pas dans une grosse équipe, il faut payer les hôtels, les déplacements, l'essence, etc. Les vélos. Puis même aujourd'hui, les vélos, comme on voit, il y a les vélos de route, mais il y a aussi les vélos de contre-la-montre, tu as plusieurs types de roues. Même les consommables sur un vélo, ça revient directement à très très cher, quoi. Et donc de ce côté-là, c'est aussi pour ça. Il n'y a pas juste le salaire qui compte, quoi. C'est clair, quand tu fais 22 000 km par an, on passe beaucoup de trains de pneus. Des pneus, c'est très cher. Enfin, ça coûte assez cher. C'est sûr que c'est vraiment pas facile. Et ce nouveau tournant pris par la FFC, on ne sait pas trop, avec l'apparition des contis fédérales, où ça va. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte. Stéphane Helot, l'ancien patron de Soja Sun Espoir, en parlait déjà. C'est un virage à prendre parce que si on ne réagit pas tout de suite, ce monde est très mal embarqué. Ça peut être trop tard, oui. C'est ça aussi. Il y a aussi un truc, un autre sujet pour certaines équipes professionnelles en France. Pourquoi pas acheter son contrat? C'est un sujet qui est assez différent, mais ça peut aussi permettre d'un autre côté de certains coureurs de découvrir le monde pro, mais en contrepartie, sans que l'équipe doive dépenser au-delà de ce qu'ils peuvent. Donc ça peut des fois, ça peut aussi être bien pour le coureur comme pour l'équipe, quoi. Ça permet d'avoir des coureurs, en même temps le coureur il fait son investissement sur lui-même en faisant ça, quoi. Ça pose des questions d'éthique et de mérite, c'est sûr, mais ça permet à certains qui sont plus adaptés aux courses professionnelles de se montrer et d'apprendre plus vite. C'est ça, et puis même tu peux parfois acheter entre guillemets un contrat, mais d'un autre côté, avoir le niveau, et d'un autre côté, tu te fais repérer parce que tu auras fait les courses. Tu auras fait les courses avec les pros, et ce qui fait que pour les années plus tard, tu peux après vivre de ta passion, quoi. C'est un peu un investissement sur soi-même qu'on peut faire d'un autre côté. C'est déjà une pratique vraiment courante en sport auto. C'est très dur dans les catégories au-delà de ce qui est très médiatisé de vivre de ce sport et de ne pas de rien devoir payer. Et on voit ça de plus en plus apparaître avec la démocratisation du vélo. Comment ça va évoluer dans les prochaines années, on verra. En tout cas, nous, on se retrouvera l'année prochaine dans les pelotons. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Merci à tous d'avoir écouté encore une fois les Sportcasters. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.